Bienvenue, bonjour à tous. Voyons ensemble tout de suite les titres de ce journal. 33 membres, dont 11 femmes, les derniers sénateurs ivoiriens ont été nommés hier par le président de la République, Alassane Ouattara, et cela conformément à l'article 87 de la Constitution. Toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement injecte 10,7 milliards de francs CFA dans l'acquisition de vaccins pour l'année 2019, annonce faite par la Direction générale de la santé. C'était lors d'un atelier de planification. Enfin, en Algérie, une lettre d'adieu du président démissionnaire adressée aux populations. Abdelaziz Bouteflika demande pardon à ses compatriotes. Le Sénat ivoirien désormais au grand complet. En effet, la liste nominative des 33 derniers sénateurs, dont 11 femmes, a été rendue publique hier. Ces sénateurs ont été nommés par le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à l'article 87 de la Constitution. Écoutons le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 3 avril 2019 à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Ainsi, sont nommés sénateurs M. Félicien Agbaï, Mme Émilienne Anipo, M. Moussa Bado, Madame Sogona Bamba, épouse Arnaud, Monsieur Michel Benoît Kofi, Monsieur Lassina Koulibaly, Madame Mariam Dao Gabala, Madame Catherine Delon, Madame Makani Diaby, Madame Amoin Nicole Diallo, Monsieur Oulounego Antoine Diette, Madame Maïmouna Dosso, Monsieur Bernard Ehui, Monsieur Charles Gomis, Monsieur Mamadou Kano, Monsieur Lamine Konaté, Monsieur Aka Konin, Monsieur Amwakon Kwame, Monsieur Benzem Kwame, Monsieur Alomo Paulin Kwasi, Monsieur Abonois Jean Kwasi, Madame Mariam Fetegue Koulibaly, Monsieur Hippo Pierre Michel Lago, Monsieur Kweli Manou Bi, Madame Marie-Irène Richemont Awa, Monsieur Augustin Tompieux Zouo, Monsieur Ibrahima Touré, Monsieur Gabriel Joseph Yassé, Madame Madiara Yao Koulibaly, Monsieur Jean Désiré Yapobi, Monsieur Justin Yebart, Monsieur Thiovaga Yeo, Madame Viviane Zunon Kipré. Je vous remercie. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. Les explications de Gabriel Zani. La liste définitive de tous les sénateurs est connue depuis ce mercredi. Les 33 nommés par le président de la République viennent compléter les 66 élus au terme des élections sénatoriales du 24 mars 2018. Tout commence par une ordonnance prise en Conseil des ministres par le chef de l'État le 14 février 2018, conformément à la nouvelle constitution qui consacre désormais un parlement bicaméral avec 2 chambres, l'Assemblée nationale, la chambre basse, et le Sénat, la chambre haute.
Selon l'ordonnance prise par le président de la République, chaque région ou district est représentée par 2 sénateurs qui vont assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Leur rôle est de participer au travail législatif et au contrôle du gouvernement. À la faveur du scrutin sénatorial du 24 mars 2018, les 2 tiers des membres de cette institution ont été votés par 710 grands électeurs. La liste des 33 nouveaux membres vient donc porter à 99 le nombre requis de sénateurs par la loi fondamentale ivoirienne. Les 33 sénateurs ont été désignés en raison de leur expertise et compétences, notamment dans les domaines politiques, scientifiques, culturels et économiques. Parmi ces sénateurs, l'on dénombre 11 femmes. Le quota de 30% de représentativité féminine dans les institutions vient d'être respecté par le président de la République, Alassane Ouattara, conformément aux décisions prises lors du Conseil des ministres du 6 mars 2019. Le mandat des sénateurs est de 5 ans, mais conformément aux dispositions exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat de ces premiers sénateurs prend fin en 2020. Dans l'actualité nationale également, le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence est dirigé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette réunion gouvernementale a porté sur plusieurs points, notamment la modification du droit unique de sortie prélevé sur l'anacarde. À noter également la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique et d'institutions financières pour accompagner le programme de développement à Ouattouré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 3 avril, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté une ordonnance portant modification du taux du droit unique de sortie sur les exportations de noix de cajou, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance ajuste le taux du DUS sur les exportations de noix de cajou pour tenir compte de la baisse des cours internationaux de cette matière première agricole. Ainsi, le taux du DUS applicable aux exportations de noix de cajou est fixé à 7% de la valeur CAF, en lieu et place du taux de 10% tel que prévu par l'ordonnance numéro 2018-145 du 14 février 2018. Pour une réaction rapide et efficace face à tout type de menaces sur la santé publique, le Conseil a décidé de la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Le centre des opérations d'urgence de santé publique est un espace de surveillance intégré des maladies et de riposte qui réunit des compétences pluridisciplinaires et multisectorielles destinées à la coordination de l'information et des ressources en vue de supporter les activités de gestion des urgences, des événements et de santé publique. Ce décret fixe l'organisation et le fonctionnement du centre de manière à accroître ses capacités de détection, de prévention et de riposte à tout type de menaces sur la santé publique. Le gouvernement a également autorisé la création d'institutions financières pour l'accompagnement de la politique de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur financier, le gouvernement a décidé de mettre en place un écosystème financier dédié à certains secteurs d'activité tels que l'agriculture, l'industrie et la consommation. Il s'agit notamment de la création d'un fonds d'investissement destiné au financement de projets structurants à la fois du privé et du public et de la création de plusieurs banques de financement des activités des secteurs agricoles et industriels. À long terme, ces institutions financières devraient permettre de développer la bancarisation de l'économie nationale et de réussir l'inclusion financière des populations des différentes couches sociales, de sorte à favoriser la mobilisation de l'épargne longue pour assurer le financement du développement. Et puis, le porte-parole du gouvernement a annoncé la visite d'amitié et de travail du président de la République arabe d'Égypte en Côte d'Ivoire du 10 au 11 avril 2019.
Au Sénégal, le président Macky Sall a prêté serment pour un second mandat à Dakar, la capitale. Cérémonie en présence de plus de 3000 personnes, dont plusieurs chefs d'État africains. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également assisté à cette investiture. Les temps forts de cet événement avec Jérôme Kofi Abolin. Un séjour de 48 heures du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Sénégal, à compter du lundi 1er avril 2019. Et pour cause, l'investiture du président sénégalais Macky Sall, élu pour un second mandat à la tête de son pays. Le chef de l'État ivoirien au Sénégal faisant partie des nombreux chefs d'État et de gouvernement présents pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. Des chefs d'État et de gouvernement comme Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Alpha Condé de la Guinée, ainsi que Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Kagame du Rwanda, venus respectivement de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Tous, avec le président Alassane Ouattara, ont voulu par leur présence témoigner de leur amitié et soutien au président Macky Sall. Investi donc pour la deuxième fois, le président sénégalais Macky Sall a promis de renforcer, comme il l'a dit, les acquis de son premier mandat. Par conséquent, il a assuré que la jeunesse resterait une priorité grâce à des politiques de l'emploi et de la formation favorisant l'esprit d'entreprise et les nouvelles technologies. Santé, la Côte d'Ivoire veut améliorer sa couverture vaccinale contre les maladies évitables par la vaccination. Alors pour revitaliser son système de santé, le gouvernement ivoirien a donc injecté plus de 10 milliards de francs CFA pour le financement des vaccins pour l'année 2019. On en parle dans ce reportage de Franck Quadio. Depuis 2001, Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination, injecte plus de 88,5 milliards de francs CFA dans l'accompagnement de la politique vaccinale de la Côte d'Ivoire. Le pays ne bénéficiera plus de ce financement car présentant des garanties économiques suffisantes pour supporter seul l'investissement. On va rentrer dans une période qui s'appelle la phase de transition accélérée qui va démarrer l'année prochaine. Pendant 5 ans, on va continuer à soutenir le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire, mais la contribution du gouvernement de Côte d'Ivoire va augmenter progressivement jusqu'à atteindre 100% de l'ensemble des coûts du programme élargi de vaccination. Raison du retrait, la bonne santé du revenu national brut par habitant, 590 000 francs CFA ces 3 dernières années. La Côte d'Ivoire est donc prête à prendre le relais. Un atelier donc pour affiner la stratégie. La phase de transition préparatoire a permis au pays de fixer les bases de cette transition au point où il s'est engagé au paiement anticipé des vaccins en vue de faire face aux éventuelles ruptures. Le gouvernement a financé l'achat des vaccins à hauteur de 4 milliards 200 millions en 2017, 10 milliards en 2018 et plus de 10 milliards 700 en 2019. Au plan budgétaire, la dotation de 2020 est déjà acquise. Actuellement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire finance entre 10 et 13% du coût total des vaccins soutenus par Gavi et en plus tous les vaccins qu'on appelle traditionnels. Et ce financement va augmenter au fur et à mesure des 4-5 années à venir. Et on parle de presque 30 millions de dollars américains qui seront... Cette rencontre de planification impliquant experts ivoiriens du secteur de la finance et de la santé, partenaires et structures spécialisées sur la planification de la transition accélérée de la Côte d'Ivoire à la sortie du financement Gavi dure 3 jours. Un mot sur le projet d'appui à la redynamisation du secteur de la santé ivoirien. Ce programme, financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par l'Union européenne, a été réalisé dans 5 districts sanitaires du pays. Alors, 6 ans après sa mise en œuvre, quel bilan peut-on tirer de ce programme de santé? On fait le point avec Salima Toudia. L'évaluation du projet d'appui à la redynamisation du secteur de la santé ivoirien vise à produire une analyse globale de ses performances. Financé à hauteur de 10 milliards francs CFA, ce projet initié dans le cadre du 10e Fonds européen de développement a été exécuté sur 6 ans dans 5 régions sanitaires.
Il a entre autres permis un appui au secteur du médicament et à celui des soins communautaires. Nous avons formé le personnel, nous avons mis en place des COGES, nous avons mis en place les CCDQ, nous avons aussi réhabilité les centres de santé. Nous connaissons tous aujourd'hui ce que ce projet PARCI a apporté à notre population. Sensiblement une véritable amélioration de la santé de la population ivoirienne. Il s'agira donc à travers cette évaluation de décliner les acquis et faiblesses du projet. Moi, la question, c'est pas de savoir quelles sont toutes les activités ou quelles sont les choses qu'on a achetées, mais est-ce que c'était pertinent vu la situation de l'époque? Est-ce que ça a été mené de façon efficace? Les résultats de cette évaluation serviront de base pour la prochaine programmation. Ebola fait encore des ravages dans la région nord-est de la République démocratique du Congo. Les professionnels de la santé sont désormais exposés comme les autres couches de la population. À noter qu'en 8 mois d'épidémie, plus de 80 agents de santé ont été contaminés, dont 28 ont déjà succombé à la maladie. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Oumé. Le système de l'état civil désormais modernisé en Côte d'Ivoire. Ce dispositif établi dans les centres de santé et les villages vise à accroître l'enregistrement des informations relatives à l'état civil. Les explications de Godefroy Ankabamois. Les statistiques du ministère de l'Éducation nationale en 2016 révèlent que près d'1 million d'enfants en âge d'être scolarisés ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance. La situation est beaucoup préoccupante en milieu rural du fait de l'ignorance des populations relatives aux dispositions légales prises par l'État. On avait des femmes qui venaient accoucher, qui mettent au monde des enfants qui n'avaient pas d'extrait. Aussi, comme c'était un système qui fait que les femmes qui doivent venir accoucher, généralement, tout le monde décriait l'accueil. Tout est mis en œuvre pour faciliter véritablement les déclarations de naissance. Parce que c'est ça qui augure du développement réel d'un pays, d'une localité, d'une commune, d'un département, d'une région. C'est avec les déclarations de naissance que les bases de données que l'État recherche pour pouvoir faire les planifications, que cela est possible qu'avec ces bases de données-là. Et justement, un nouveau mécanisme est mis en œuvre par le gouvernement dans certaines localités où le taux de déclaration des naissances à l'état civil est en baisse. Dans la ville de Oumé, au centre-est de la Côte d'Ivoire, par exemple, ce mécanisme fonctionne bien. Tu as bien fait de venir avec ta pièce d'identité parce que c'est le nom qui est écrit sur la pièce d'identité qu'on a mentionné dans le carnet. Voilà. Et lorsque tu vas accoucher, ils vont te donner une déclaration. Ils vont afficher ça dans le carnet. Et le même jour, ton mari peut déclarer l'enfant. Comme tu dis, c'est un chauffeur. Peut-être que le jour où tu vas accoucher, il ne sera pas là. Donc, à ton prochain rendez-vous, tu viens avec la photocopie de la pièce d'identité de monsieur. On va agrafer ça dans le carnet. Là, si tu accouches, qu'il n'est pas là, tu peux partir à la mairie avec la photocopie de sa pièce d'identité, avec pour toi, et puis ils vont établir l'extrait de l'enfant. En 2018, les déclarations qu'on avait habituelles, c'était à 1800. Vu l'avènement du projet, nous sommes à 2950, un ajout de 1500 actes de naissance. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a un programme de déclaration de naissance via les écoles primaires. Donc, ce qui fait qu'au niveau de nous, toutes les couches sociales sont visées. C'est-à-dire qu'au complément, même partout, on a des personnes ressources qui vont fouiner, même dans les villages, qui nous reversent les déclarations de naissance via le tribunal. Autre innovation dans ce mécanisme, le service de l'état civil va récupérer un volet du formulaire pour établir l'extrait de l'enfant, même si les parents n'en font pas la demande. Une procédure qui ne se faisait pas auparavant. Avant, c'était la déclaration remise aux parents, surtout à la mère ou bien aux parents qui les accompagnent. C'est graffié dans le carnet. Maintenant, le nouveau processus, ces mêmes déclarations sont faites, mais il y a un volet qui est remis aux parents et la gendarmerie vient chercher un volet ici. Et il y a un volet qui reste dans les archives. C'est-à-dire, mais si les parents ne sont pas rendus à la mairie, la gendarmerie déclare au gouvernement des enfants. De 500 déclarations il y a 2 ans, l'on est passé aujourd'hui à plus de 1000. L'initiative soutenue par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Côte d'Ivoire, reçoit l'adhésion des populations. Il souhaiterait que tous les parents comprennent ce processus
et qu'ils le respectent. Il y a de nombreux enfants en campagne qui n'ont pas de jugement. Donc nous sommes tenus de donner l'exemple à tous ceux qui n'en font pas et au fur et à mesure, nous faisons la sensibilisation. La question de l'état civil, c'est une grande problématique en Côte d'Ivoire, même si on n'en parle pas assez. Et c'est dans ce cadre que l'UNICEF essaie d'appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire pour mettre en place des mécanismes pour pouvoir capter désormais toutes les naissances qui interviennent en Côte d'Ivoire. Donc au niveau des villages, les chefs de village ont une certaine responsabilité pour capter également ces nouvelles naissances et les transmettre directement à l'état civil. Le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, le RAMED, soutient également l'initiative à travers des campagnes d'information. À ce jour, 405 maternités sur un total de 1347 au plan national sont en phase d'expérimentation de ce mécanisme d'enregistrement et de déclaration des naissances. L'opération est gratuite et ne nécessite donc aucun frais. L'objectif du gouvernement est de faire respecter les droits de l'enfant et de lui permettre d'accéder aux services sociaux de base. Commune de Port-Bouët, dans le district d'Abidjan, 145 jeunes ont été récemment distingués. Leur altruisme a été récompensé par l'organisation non gouvernementale Mérite international de la jeunesse. Pierre Dipomela et Walter Amadou Ouattara. 145 récipiendaires dont l'âge varie de 14 à 25 ans. Ils sont tous de Port-Bouët. Ce sont les lauréats du Mérite international de la jeunesse. 91 médailles en bronze, 54 en argent et des parchemins leur ont été remis par le secrétaire d'État chargé du service civique pour le bénévolat dont ils ont fait preuve dans différents secteurs d'activité. Chers médaillés, bravo à vous pour cette distinction et cette reconnaissance de votre mérite par la nation tout entière. Je vous encourage à demeurer des modèles, car la société suit désormais vos faits et gestes. L'expédition consistait à marcher d'Abidjan, c'est-à-dire de Port-Bouët, jusqu'à Beaunois. Et c'était un séjour de 3 jours. Donc nous sommes allés et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. L'altruisme, l'aptitude artistique et sportive sont entre autres les critères d'évaluation. Nous inculquons aux jeunes d'apprendre à essuyer le salon, de laver la voiture du papa, d'aider maman à aller au marché, de l'aider à préparer, de l'aider à laver les assiettes, également à bien recevoir les visiteurs de la maison. Je suis vraiment fière de participer parce que c'est un prix qui est d'origine britannique, mais maintenant devenu vraiment mondial et ça représente toutes les valeurs que nous partageons ensemble. Le Mérite international de la jeunesse a été créé en 1956 à Londres par le prince Philippe, duc d'Édimbourg, époux de l'actuelle reine d'Angleterre. Les pays africains l'ont adopté en 1989 à la conférence des ministres de la jeunesse à N'Djamena, au Tchad. À Bouaké, dans la région de Bouaké, un camion transportant 82 billons de bois de veine a été saisi il y a quelques jours par des éléments des eaux et forêts. Le bois de veine, faut-il le préciser, est interdit d'exploitation, de coupe, de transport et de commercialisation dans tout le pays. Soro Corona de RTI Bouaké. 82 billons de bois de veine dissimulés dans des sacs de sonderie dans un camion de 40 tonnes. Mode opératoire pour le transport de cette essence naturelle protégée. En effet, depuis le 25 juillet 2013, un décret interdisant l'exploitation, la coupe, le transport, la commercialisation et l'exportation du bois de veine est en vigueur en Côte d'Ivoire. C'est seulement en 2009 que son exploitation a démarré et autour de 2010-2011, en tout cas cette exploitation a connu vraiment un boom inquiétant. Déjà, il y avait un arrêté qui interdisait l'exploitation au-dessus du 8e parallèle. Donc c'est comme ça que l'État, en 2013, a pris un arrêté, vu l'anarchie qui se faisait autour de cette exploitation. Ce décret gouvernemental est foulé aux pieds. En effet, des individus tentent toujours de passer entre les mailles des filets avec des méthodes propres à eux. Pour cette tentative, ce conducteur en provenance de Niakara est arrêté par les hommes du commandant Kobo François au corridor nord de Bouaké. On m'avait préparé pendant la 4, donc quand on a décollé, on est arrivé à Niakara, ils m'ont dit vraiment qu'ils ont mis du bois veine avec du maïs en haut. Et a dit, ah mais ça là, c'est pas bon. Bon, comme ça a été déjà fait, donc voilà pourquoi on est tenté de venir.
on avait un convoi. Donc quand on a été pris à Boaké, le temps de négocier avec les agents, à ma grande surprise, le convoi a fui. Ce présumé fraudeur est un habitué de ces trafics illicites de bois de veine. Depuis 2013, les agents des eaux et forêts redoublent de vigilance sur les routes afin d'appréhender les hors-la-loi. Vous voyez, quand on a pris le délinquant, automatiquement, il a été déféré. C'est dit que M. le ministre est déterminé à sévir. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est l'occasion pour eux d'arrêter. En 6 mois, 3 camions transportant le bois de veine ont été saisis. Le bois de veine constitue plus de 50% du couvert végétal au-dessus du 8e parallèle. Ce couvert se situe à la porte d'entrée du désert. Des échanges au siège de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines dans la commune de Cocody. Au menu des discussions, le Big Data et la science. C'est un reportage de Didier Nguessan. Comment tirer profit des mégadonnées disponibles sur Internet? C'est à cette question qu'a tenté de répondre l'invité de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Assi Nguessan intervenait sur le thème « Le Big Data et la science, quand la science bouscule la science ». L'enseignant-chercheur définit 5 caractéristiques des mégadonnées. Ce sont le volume, la vélocité, la variété auxquelles s'ajoute la valeur et la véracité des informations. Ces données, utilisées à bon escient, servent entre autres à la veille sanitaire, à la prévision et à la gestion des catastrophes naturelles. Les données aujourd'hui ne sont plus des données sur des petits échantillons, ce sont des gigas, des mégas, des états donnés. Et les calculs ainsi que les analyses deviennent plus complexes que cela. L'émergence d'un pays commence par l'analyse des informations recueillies au quotidien, à la seconde, par ce pays, que ce soit le transport, l'éducation, la santé et j'en passe. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du rendez-vous d'échange dénommé « L'ASCAD reçoit ». Le concept, c'est quoi? On invite quelqu'un de très haute qualification. C'est sur un sujet qui est porteur d'enjeux, c'est-à-dire qui interroge, qui questionne. Et les réponses correspondent à ce qu'il faut pour qu'on atteigne des objectifs très élevés, par exemple l'émergence du pays, le développement. L'ASCAD reçoit est à sa 3e édition. Fin de mission pour l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Tang Weibin fait ses adieux définitifs. Le diplomate chinois a été célébré récemment par ses compatriotes. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody. Juin 2015, mars 2019, 5 ans au service de la coopération sino-ivoirienne. À l'occasion de la fin de sa mission, la Chine célèbre son ambassadeur, l'occasion de faire le bilan des actions menées dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. La Chine a toujours été aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la construction et le renforcement des capacités des armées ivoiriennes et des policiers. Donc, et nous avons remarqué les acquis importants sur ce plan et nous félicitons les autorités ivoiriennes, la partie ivoirienne, d'avoir réalisé cette paix et d'avoir garanti la sécurité sociale pendant ces dernières années. Le ministre Albert Mabritois-Keus, représentant son collègue des Affaires étrangères, a exprimé la profonde gratitude du gouvernement ivoirien à l'ambassadeur pour les efforts déployés en faveur du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Tang Weibin a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Les précisions de Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. En Algérie, le président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika demande pardon à ses compatriotes. Dans une lettre d'adieu, Abdelaziz Bouteflika assure avoir gouverné son pays avec sincérité et loyauté. À noter que le Conseil constitutionnel a entériné la démission de Bouteflika. Pour terminer, la Turquie, où les autorités locales ont commencé hier à recompter les votes dans plusieurs districts d'Istanbul, après que le parti du président Recep Erdogan, donné perdant dans cette ville, eut contesté les résultats des élections municipales. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.